Akkad regardait le nuage de poussière qui s'élevait au-dessus de la route qui menait à leur camp. L'aube se levait à peine, et les troupes de la baronne arrivaient. Elle n'avait pas fait les choses à moitié. Des 5 taurus aux moteurs rugissants surgirent 50 hommes armés jusqu'aux dents, aux armures rutilantes, qui se mirent au garde-à-vous et en ordre de bataille, leurs fusils laser flambant neufs en bandoulière. Traquaar sortit des rangs et s'approcha d'eux. Il jeta un regard méfiant à Cléon avant de lancer d'une voix tendue. « Nous sommes prêts. Damir Aley a insisté sur la nécessité de notre coopération pleine et entière, et sachez que vous l'aurez. » Théa avança d'un pas et lui tendit la main. Il la serra avec une légère défiance. « Nous comprenons pourquoi vous avez agi. Nous comprenons pourquoi vous avez agi comme vous l'avez fait hier. Vous ne faisiez que votre travail. Vous n'avez pas hésité un seul instant alors que nous étions plus nombreux que vous. Vous n'avez pas à avoir honte de vos actes, et nous n'avons pas à vous en vouloir. » Au contraire, ajouta Akkad en tendant la main à son tour, je me réjouis de vous avoir à nos côtés. Allons chercher justice, pour vos hommes et les nôtres. Bien caché derrière son masque, Razmok eut un petit reniflement de mépris. Traquaar l'ignora, n'accordant aucune importance à la vie d'un mutant, et il hocha la tête à l'attention d'Akkad et de Théa. Magnus et Cléon restaient légèrement en retrait, concentrés, surveillant les alentours avec une assiduité impressionnante. Le plus urgent, reprit le capitaine du souvenir de Victoria, c'est de sécuriser la zone pour pouvoir faire descendre une autre navette. Nous devons évacuer le camp et faire remonter l'équipage en orbite, à l'abri. Traquaar posa les yeux sur l'orée de la famine de l'Imperium. Les arbres morts et tordus du marais, recouverts de lianes grasses et de plantes grimpantes à l'aspect malsain, formaient une barrière qui semblait, depuis cette distance, absolument impénétrable. « Ça ne va pas être simple, hein, dit-il froidement. C'est un environnement hostile, aux potentialités d'embuscade importantes, où un faible nombre de combattants peuvent infliger des dégâts importants à une troupe conventionnelle, déclara Magnus. Je déconseille que les enfants participent à une action de ce type. Les enfants interrogea Traquaar. Moi et Théa, répondit Akkad sans plus de précision. Magnus, tu sais très bien que nous n'enverrons pas de soldats au combat si nous ne sommes pas prêts à y participer. Pour les archives, je tiens à préciser que je suis d'accord avec le technoprêtre, maugréa Cléon. Le rôle des soldats dont vous parlez est très précisément de participer au combat pour que vous n'ayez pas à le faire. Théa lui tapota l'épaule en souriant. L'officier de la sécurité leva les yeux au ciel, un mouvement qu'il faisait beaucoup depuis qu'il avait changé de capitaine. Mais malgré toutes ses réticences face à cette façon de commander pour le moins originale, malgré les missions inextricables qu'il lui avait données, malgré l'utilisation de troupes de la sécurité pour faire respecter les droits de l'équipage, l'excellente Mixa Helpin en premier lieu, et même s'il était bien trop professionnel pour l'admettre, il avait développé un certain attachement pour ses nouveaux maîtres. D'ailleurs, à bien y réfléchir, il ne se serait jamais permis de lever les yeux au ciel face au précédent capitaine. « Restez au moins au milieu de la troupe, » ajouta-t-il, « s'il vous plaît. » Akkad acquiesça avant de s'éloigner. Il laissa Traquaar et Cléon organiser le départ. Ils connaissaient leurs hommes, ils savaient quoi en faire. Rapidement, les deux troupes se mêlèrent en une formation commune. Des mains se serraient, des paroles s'échangeaient, et une colonne large de 5 hommes et longue de 20 se mit en route vers la famine de l'Imperium. Ils traversèrent, tous les sens aux abois, le no man's land calciné aux lance-flammes. Leurs pas soulevaient des petits nuages de cendres, et rapidement ils se retrouvèrent couverts d'une poussière grise qui assortit les différents uniformes, comme s'ils venaient d'entrer dans un vieil holo en noir et blanc. Il n'y avait qu'un peu plus d'1 kilomètre avant l'orée du marais, mais les arbres morts et les plantes sombres n'apportèrent pas beaucoup de couleurs. Leur formation, jusque-là impeccable, fut un peu malmenée par les obstacles qu'ils rencontrèrent. Ils s'éloignaient parfois les uns des autres en pataugeant dans l'eau croupie. La colonne était coupée en plusieurs parties par les troncs d'arbres secs et ravagés par des insectes grouillants. Il arrivait même qu'une botte soit arrachée par la succion de la boue malodorante et isole son porteur. Il arrivait même qu'une botte soit arrachée par la succion de la boue malodorante et que son porteur prenne du retard. Des bestioles grasses, au vol bruyant, leur tournaient autour et se posaient à la moindre occasion pour leur sucer le sang ou grignoter un petit fragment de leur chair.
Akkad ne put s'empêcher d'y voir des versions miniatures des tyrannides qui avaient ravagé son monde natal, et il les écrasait avec une satisfaction un peu malsaine. Le terrain était particulièrement difficile pour Magnus, dont le poids, largement supérieur à celui d'un humain non modifié, le faisait s'enfoncer dans la boue plus profondément que n'importe qui d'autre. Les vérins hydrauliques qui actionnaient ses prothèses mécaniques sifflaient et grinçaient à chaque pas, mais il ne se plaignait pas. Razmok, lui, était comme un poisson dans l'eau. Il gambadait avec légèreté, en regardant tout autour de lui comme un touriste qui met les pieds sur Terra pour la première fois. Il semblait ignoré par les insectes, son sang ne devait pas les attirer. Théa, en écrasant un scarabée noir et visqueux sur son bras, se prit à l'envier. « Mouvement nord-ouest !» clama brusquement Magnus au bout de 2 heures de marche. Cléon et Tracar levèrent le poing exactement en même temps, et la troupe se figea en brandissant ses armes. La colonne faisait comme un tronc tombé dans la boue, hérissé de petites branches capables de tirer des lasers et des projectiles mortels. Une centaine de paires-d'yeux scrutaient le marais, essayant d'apercevoir quelque chose au milieu des racines, des branches cassantes et des plantes malsaines qui poussaient totalement anarchiquement. « Contact perdu !» finit par dire le technoprêtre. À part le bourdonnement des insectes et la respiration de sans-âme, la famine de l'Imperium était parfaitement silencieuse. « Ah, je vais voir !» dit Razmok qui s'était impatienté en moins de 2 minutes. Cléon leva les yeux au ciel. Encore. Et Tracar le regarda faire avec une surprise qu'il n'arriva pas à dissimuler. Lorsque son regard se posa sur son collègue du souvenir de Victoria, celui-ci haussa les épaules d'un air impuissant. « C'est compliqué, grogna-t-il. Le Gretchin fila entre les buissons épineux. Il courait dans la boue sans s'enfoncer, presque légèrement, et avec sa longue robe à capuche, il ressemblait à un spectre maléfique. Il était totalement dans son élément. Il y eut un mouvement entre les branches épaisses et entremêlées d'un arbre devant lui. L'un des rares rayons de lumière qui venaient de l'étoile locale et réussissait à percer la canopée accrocha quelque chose d'un rouge brillant. Comme un rubis, du vert teinté, une gemme peut-être. Le peau verte n'eut pas le temps d'en voir plus. Son instinct le poussa à se jeter sur le côté. Il vit un miroitement de lumière au moment où il bondissait, et derrière lui, un buisson fut réduit en petits bois. Des tronçons d'une 20aine de centimètres tombèrent au sol, coupés net par un projectile comme ceux qui avaient décimé ses amis la veille. « Tirez dans l'arbre! Par là! Par là !» hurla-t-il en gesticulant comme un furieux et en pointant l'origine du tir en roulant dans la boue pour éviter les prochains. Il dégaina son propre pistolet plasma et joignit ses tirs à ceux de la troupe. Le déluge de lasers parfaitement coordonné, tous tirant sur la même cible, fit comme un énorme cône rouge vif qui réduisit l'arbre en cendres en un instant. « Ouais, c'était magnifique !» s'exclama le Gretchin en bondissant sur ses pieds. « Venez voir, je crois qu'il y a un truc !»« Stop, Razmok !» fit la voix autoritaire d'Akkad dans son dos. Il se figea, comme un enfant pris en faute, et attendit sans bouger que ses amis le rejoignent. Cléon et Tracar positionnèrent leurs troupes en couverture, et la colonne se divisa en 2 pour les encadrer et leur permettre d'avancer vers l'arbre détruit. « Mais qu'est-ce que c'est que ça encore ?» maugréa Théa en s'approchant d'un cadavre dont une bonne moitié avait été vaporisée par le déluge de feu. Sous leurs yeux, à moitié brûlés, à moitié recouverts des débris de l'arbre, un corps plus ou moins humanoïde gisait dans une mare de sang. Son armure, ou ce qu'il en restait, recouverte d'impacts de laser, ne ressemblait en rien à ce qu'aurait pu construire un être humain. Verte et blanche, elle était dans une matière qui ressemblait plus à du plastique qu'à du métal, et pourtant elle avait encaissé une quantité de dégâts qui aurait ébranlé l'armure énergétique d'un ange de l'empereur. Ses formes arrondies, presque organiques, juraient avec les plaques épaisses et anguleuses qui composaient les armures des soldats, et son arme, longue et imposante, ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient déjà vu. Tracar, d'un geste sec et presque dégoûté, arracha le casque pointu et le jeta au loin. Le bruit des respirations qui s'interrompt tonna un instant dans le silence du marais. Le visage, comme l'armure, n'avait rien d'humain.
Ou plutôt si, c'était pire que le visage d'un orc ou celui du Strixis, que l'on considérait comme autre au premier regard. Là, cette créature était proche de l'humain, tout en étant indéniablement différente, et c'était ce presque humain qui la rendait si étrangère. Ses traits étaient ciselés, comme taillés à la serpe, et son teint était trop pâle pour appartenir à quelqu'un en bonne santé. Ses grands yeux en amande, ouverts et fixés dans le vide, étaient profonds, trop profonds, et traversés par une pupille ambrée, presque animale. « Un xéno !» cracha Cléon avec un mépris total. « C'est joli, ça !» s'exclama Razmok en se penchant pour mieux voir. Il y avait une gemme d'un rouge profond, incrustée au centre de la poitrine, là où se serait situé le plexus solaire d'un être humain. Le Gretchin s'agenouilla à moitié sur le cadavre, provoquant quelques réactions dégoûtées chez les soldats, et il essaya de l'arracher de ses longs doigts griffus. « Laisse ça !» murmura Théa en regardant tout autour d'elle. « Mais il y a quelque chose dedans, je crois, je vois, non, je sens... » « S'il te plaît, » insista la jeune femme, « n'y touche pas. » Elle avait l'impression d'être observée, et cette impression s'était teintée de violence, de haine, de sang, lorsque le peau verte avait essayé d'arracher la gemme. Ça lui rappelait la graine du démon qui avait cherché à la corrompre. À regret, Razmok abandonna son butin, et il l'oublia aussi vite qu'il s'y était intéressé. « Il faut qu'on bouge, » dit-elle. « Les amis de ce type, ils vont vouloir se venger. »« Ouais, » répondit Akkad. « Et la prochaine fois, ils seront plus prudents. Ils nous ont sous-estimés, et je doute qu'ils refassent cette erreur une seconde fois. » Malgré leur victoire, malgré la mort de l'un de leurs ennemis, de l'un de ceux qui avaient attaqué le campement sans la moindre pitié, massacrant de pauvres matelots désarmés, personne ne s'était réjoui. Au contraire, l'ambiance s'était encore alourdie. Leurs ennemis s'étaient avérés être des xénos à l'armement incompréhensible. Le marais était de plus en plus dense et touffu, les insectes de plus en plus agressifs, les mares dans lesquelles ils s'enfonçaient jusqu'aux genoux de plus en plus nombreuses, et la sensation d'être observés ne les quittait plus. Mais ils continuaient d'avancer, de chercher des traces du passage des xénos, de n'importe quel indice permettant de remonter leur piste ou de trouver leur camp. Ils fouillaient la végétation moribonde de leurs yeux inquiets, et les mouvements ne manquaient pas. Ici, une larve blanchâtre et replète dissimulée contre une plante malsaine. Là, un serpent rampait dans la tourbe entre les racines pourries d'un arbre arraché. Et à chaque fois, les hommes se tendaient, les armes se braquaient, quelques tirs partaient, zébrant la légère brume de leur laser rouge sang, avant qu'Akkad ou Cléon n'ordonnent de se remettre en route. Personne ne doutait de la présence des xénos, mais leurs armures vertes et blanches, malgré la brillance de leurs couleurs, se fondaient dans le décor avec une efficacité surnaturelle. Même lorsque leur regard accrochait quelque chose qui aurait pu être l'un de leurs ennemis, un miroitement, un reflet trouble scintillait fugacement entre les branches mortes, et il n'y avait plus rien à voir. La tension montait au sein de la troupe, et les esprits s'échauffaient. Soudainement, un hurlement retentit. Une jeune femme qui faisait partie des soldats de la maison Miraleï fixait son moignon du bras, coupé net au-dessus du coude, en poussant un cri déchirant. Les tirs fusèrent dans tous les sens, criblant les arbres, les lianes, les buissons et les champignons noirs, réduisant la flore déjà maladive en charpie. Mais les soldats tiraient au hasard, personne n'avait rien vu, et personne ne toucha quoi que ce soit. Seul Akkad et Razmok ne tiraient pas. Le premier cherchait désespérément leur cible des yeux, et le second boudait, les bras croisés, refusant de participer à une bagarre sans la moindre orquitude. Au bout d'une trentaine de secondes de tir continu, la voix grave et autoritaire de Cléon retentit. « Cessez le feu !» Tout le monde s'arrêta, mais les troupes de Traquar se tournèrent vers leur chef. Il grogna d'un air sombre. « Il a raison. Le xéno est parti depuis longtemps. Restez sur vos gardes. » Akkad prit la sangle du fusil du soldat le plus proche et se précipita sur la blessée.
Elle était tombée en arrière sur les fesses, et de plus en plus pâle, continuait de fixer le sang qui jaillissait par à-coups depuis son bras tranché. Il entreprit de lui faire un garrot. Ça va aller, vous allez vous en sortir, lui dit-il pour la rassurer et la faire sortir de son état de choc. Vous vous appelez comment? Salva, répondit-elle d'une voix blanche. Ne bougez pas, Salva, ça va faire un peu mal, puis ça ira mieux. Il serra d'un coup sec, et la jeune femme poussa un hurlement strident avant de perdre connaissance. Il termina de lui administrer les premiers soins, couvrant la plaie avec un linge plus ou moins propre, qui se teinta aussitôt d'un rouge carmin qui choquait dans ce paysage presque entièrement noir et marron. Traquard ordonna que l'on fabrique une civière avec du bois mort, et affecta 2 hommes pour porter la victime. Son regard croisa celui de Cléon, et une compréhension mutuelle se fit sans qu'une seule parole ne soit échangée. Il faisait ce qu'il y avait à faire, mais il savait que la jeune femme n'avait presque aucune chance de sortir un jour de la famine de l'Impérium. À vrai dire, ils doutaient l'un comme l'autre que quiconque en sorte, ce qui ne les empêcherait en rien de faire leur devoir et de se battre jusqu'à leur dernier souffle. « À quoi joue-t-il » murmura Akkad à Théa après que la colonne de soldats se soit remise en route. « Qui ça ?»« Les Xénos. Pourquoi s'en prenaient-ils aux employés de Miralei ? Ce sont des soldats, de toute évidence, et des soldats efficaces. Pourquoi perdre leur temps à massacrer quelques ouvriers isolés? Pourquoi s'en prennent-ils maintenant à nous? C'est quoi leur objectif? Je sais pas, t'as raison, c'est étrange. Leur présence est loin d'avoir l'envergure nécessaire pour s'en prendre à la planète. Mais même s'ils sont très peu nombreux, il y a d'autres cibles qui auraient une bien plus grande valeur stratégique que des installations agricoles d'une vague famille noble en plein conflit de succession. En tout cas, ils sont nuls en bagarre, râla Razmok à leur côté. C'est la première fois que je m'ennuie dans une bataille. Tu es biaisé, lui répondit Théa à voix basse. Chez vous, c'est la guerre la finalité, mais chez les autres espèces de la galaxie, c'est la victoire qui l'est. Ils marchèrent encore 1 heure, pendant lesquelles 3 attaques survinrent, la première tuant sur le coup un soldat, la seconde ne touchant qu'une vieille souche pourrie, et la dernière emportant 3 personnes. À chaque fois, les tirs de riposte faisaient disparaître les agresseurs. « Je détecte une activité électromagnétique suspecte, » annonça brusquement Magnus. « Nord-nord-ouest. Y a-t-il des équipements électroniques dans ce marais ?»« Pas à ma connaissance, » répondit Traquard. Akkad se contenta d'un petit signe de tête, et la colonne de soldats obliqua dans la direction indiquée par le technoprêtre. 20 minutes plus tard, un homme à l'arrière de la colonne s'effondra, bouche ouverte, incapable de crier, les jambes tranchées juste sous le bassin. Le temps de répliquer, puis de se précipiter vers lui, il était mort, vidé de son sang. Comme les précédentes victimes, il fut abandonné dans le marais, où il servirait de nourriture à la vermine qui grouillait dans la moindre cachette sombre et humide. Il serait inutile de revenir chercher les corps. Dans quelques heures, il n'en resterait rien. Tout le monde avait en tête que plus il s'enfonçait dans la famine de l'Impérium, plus il faudrait de temps pour en ressortir, et moins nombreux seraient ceux qui survivraient à l'expédition. Si tant est que quelqu'un y survive. L'ambiance était de plus en plus morose, et les soldats de plus en plus fébriles, mais leur courage forçait le respect, pas un seul ne flancha. Magnus tira soudainement un bolt dans les arbres et provoqua un petit éclat de lumière, une aberration chromatique fugace. Un Xéno venait de s'en aller, et au moins il n'avait pas eu le temps de les attaquer avant d'être chassé. Akkad considéra cela comme une petite victoire, un pas de plus sans victime. « Vous avez vu ?» demanda Razmok. « Ça ressemblait à de l'énergie verte. »« Oui, leurs armures sont en partie vertes, » répondit Théa en lui faisant les gros yeux. Le Gretchin n'avait eu le droit de descendre sur la planète qu'en promettant de se montrer le plus discret possible, et de ne jamais donner le moindre indice sur sa véritable nature. Il se reprit aussitôt. Il ne voulait pas se retrouver bloqué sur le souvenir de Victoria, alors qu'il y avait toute une galaxie à découvrir. Plus tard, ce fut un jeune soldat de Cléon qui s'effondra au sol, provoquant la réplique habituelle.
Tout le monde se mit à tirer dans la végétation alentour, alors que l'homme n'avait fait que trébucher dans un trou d'eau croupi. Il y eut un ou deux rires crispés, nerveux, lorsqu'il se releva indemne. En frottant les traces de boue sur son uniforme, il s'excusa doucement, un peu embarrassé par le déferlement de violence inutile qu'il avait provoqué. « Allez, on avance », ordonna son chef. La pointe de légèreté que la chute avait provoquée s'évanouit aussitôt, et chacun reprit sa route, l'angoisse rivée aux tripes, s'attendant à tout moment à être découpé en morceaux. Ils marchaient depuis plus d'une demi-heure, et ils n'avaient réussi qu'à tuer un seul de leurs ennemis, alors qu'ils perdaient les leurs à un rythme effrayant. Les Xénos avaient adapté leur tactique, et l'expédition lancée contre eux paraissait de plus en plus vouée à l'échec. Les humains avaient laissé 15 personnes aux insectes du marais, seul Salva avait survécu à ses blessures pour l'instant. Encore 1 heure plus tard, les pas dans la boue se faisaient lourds, les pactages tiraient sur les épaules, et les tirs au moindre mouvement étaient de moins en moins précis. La fatigue commençait à se faire sentir. Lorsqu'ils se retrouvèrent nez à nez avec un monstrueux massif de ronces entremêlées, aux épines longues et acérées, la plupart des soldats soupirèrent en songeant au détour qu'ils allaient devoir faire. Sans attendre d'ordre, les premiers soldats de la colonne obliquèrent légèrement pour contourner le massif, mais Cléon les arrêta d'un geste. « Magnus, dit-il simplement. Je pense que notre objectif se trouve au centre de cet amas végétal, Répondit le technoprêtre de sa voix neutre. Eh bien ce que je craignais, maugréa l'officier de la sécurité en dégainant son épée tronçonneuse. Tous ceux qui possèdent des armes de corps à corps, avec lui, ordonna Traquard. Et ils se mirent à trancher, à se frayer un chemin au travers une inextricable barrière aussi chaotique et dangereuse que des barbelés emmêlés. Les tiges étaient solides, les épines capables de transpercer les gants et les vêtements de protection, et rapidement les soldats sentirent le sang couler le long de leurs bras, de leurs jambes. À chaque fois qu'ils coupaient une ronce, elle s'enroulait ou claquait comme un fouet, et jamais elle ne tombait où on l'attendait. Elle se coinçait dans les tissus, s'agrippait à la peau, elle faisait comme des milliers et des milliers de minuscules dents qui cherchaient par tous les moyens à s'accrocher à eux et à s'enfoncer dans leur chair. « Stop !» cria Akkad en tendant la main en avant. Il s'adressait à Luthel, la jeune soldate responsable du Voxcaster, qui tailladait le massif avec un couteau de combat, mais elle ne l'entendit pas ou ne réagit pas suffisamment vite. Devant elle, bien cachée entre les tiges noires et barbelées, se trouvait une sphère irrégulière, grosse comme une tête humaine, constituée d'une matière spongieuse et humide. Noir et gris, au milieu d'un enchevêtrement de ronces noires et grises, ce sac tissé dans une soie collante était presque invisible. Elle le frappa en plein centre et découpa environ la moitié de sa longueur avant que la lame, coincée dans la matière gluante, ne se bloque. En jurant, Luthel tira en arrière, mais elle ne parvint qu'à décrocher le cocon immonde qui s'ouvrit comme un fruit trop mûr. Des araignées innombrables, grosses comme un ongle de pouce, jaillirent par milliers de la soie éventrée. Elles grouillaient littéralement, se confondant avec les ronces, le sol, le sac et les vêtements de la jeune femme. Elles se répandaient comme un liquide collant et se faufilaient dans le moindre interstice. Les soldats qui entouraient la malheureuse eurent le temps de se jeter en arrière, horrifiés, mais ils ne purent que regarder leur amie se tordre dans tous les sens, se frapper du plat de la main partout où elle sentait une morsure, un contact, un mouvement. Elle hurlait sa panique et sa douleur alors que des centaines de crocs s'enfonçaient dans sa peau pour y injecter leur venin nécrosant. Chaque piqûre était comme une brûlure de cigarette, et en quelques secondes, une souffrance intolérable dévorait la moindre parcelle de son corps. Luthel tomba au sol et se roula dans la boue avec l'espoir dément d'écraser ces légions aux longues pattes fines qui s'infiltraient partout. Mais pour chaque araignée qu'elle tuait, 5 autres grimpaient sur elle sous les regards impuissants des autres soldats. Les cris que poussait la malheureuse étaient terrifiants, déchirants. Ils ne semblaient même plus sortir d'une gorge humaine. Soudain, un coup de feu, le crachat sec d'un pistolet laser, et le silence retomba brusquement.
Un petit trou net fumait au milieu du front de la soldate. « Soyez vigilants! Ralentissez s'il le faut, mais faites attention à ce que vous coupez !» ordonna Théa en rengainant son arme. Les soldats allèrent effectivement beaucoup moins vite après avoir été témoins de la mort atroce de Luthel. Il vérifia 2 fois avant de donner le moindre coup d'épée ou de couteau, mais ils progressaient, les dents serrées, la peur au ventre, craignant autant la vermine du marais devant eux que les tirs des xénos derrière eux. Ils contournèrent précautionneusement 2 autres sacs d'araignées et finirent par trouver un large rocher au milieu des ronces, un rocher dans lequel se découpait l'entrée d'une grotte. Dans la roche, au-dessus de l'ouverture, quelqu'un avait incrusté 2 grosses gemmes bleues qui ressemblaient à s'y méprendre à celles qui ornaient l'armure des xénos. Le passage n'était assez large que pour une personne à la fois, et encore, il ne fallait pas qu'elle porte de pactage. Le petit groupe se faufilait de profil, les uns derrière les autres. Akkad avait ordonné au gros de la troupe de rester en arrière. Il était inutile, voire impossible, de faire entrer tout le monde. Les soldats montaient la garde à l'extérieur, surveillant avec angoisse les ronces environnantes. « Si les méchants sont déjà dedans, ils pourront plus se planquer !» exultait Razmok. « Je doute qu'ils puissent entrer avec leurs armures, » répondit Théa, « si tant est qu'ils aient pu arriver jusqu'ici sans toucher aux ronces. » Cléon suivait sans rien dire, et Magnus était resté dehors, ses mécanismes étant beaucoup trop encombrants et grippés pour lui permettre de se faufiler dans un passage aussi étroit. Il avait rechigné, mais il ne lui avait pas laissé le choix. Akkad, pistolet en main, avançait le premier, suivi de près par Théa, leurs 2 silhouettes élancées leur permettant de passer sans trop de difficulté. À peine avait-il fait quelques mètres que les sons extérieurs se retrouvèrent étouffés, et un silence lourd et épais s'abattit sur eux. Il ne restait que leur respiration, le raclement de leur dos ou de leurs épaules sur les parois étroites du passage, et les tonitruants battements de leur cœur qui grondaient dans leurs oreilles. Plus personne n'osait dire le moindre mot, de peur que quelqu'un ou quelque chose puisse les entendre. Un simple bruit semblait pouvoir se répercuter à l'infini entre ces murs de roches noirâtres et humides, recouvertes de filaments de mousse blanche qui collaient aux vêtements et au visage. Ils progressèrent ainsi, dans le silence et la crainte, pendant 1/4 d'heure avant qu'Akkad ne lève le poing et murmure d'une voix tendue. « Stop !» Tout le monde se figea, et les secondes s'égrenèrent avec une lenteur de limace prise dans la colle. « Ouais, j'ai entendu un truc, moi aussi !» s'exclama soudain Razmok à haute voix. « Mais ta gueule, le xéno !» grogna Cléon, exaspéré. « Ah, oui, oups, pardon, parlez doucement, il faut parler doucement. »« Stop !» répéta Akkad. Le Gretchin se tut, et cette fois tout le monde l'entendit. Un grattement, un frôlement qui ne venait pas d'eux, mais qui venait du couloir devant eux. Leur sang se glaça, impossible de se battre ou de fuir dans un endroit aussi confiné, et ils s'attendaient à voir surgir des milliers d'araignées mortelles ou d'autres monstres tout aussi terrifiants. « On avance !» ordonna le capitaine. Il faisait ce pari. De toute façon, quelque chose de vraiment dangereux dans cet environnement pourrait les rattraper facilement s'ils faisaient demi-tour, et il pourrait les attaquer pendant qu'ils étaient entravés dans leurs mouvements par l'étroitesse du passage. Leur seule chance, c'était de tomber sur un espace plus large. Il accéléra, et tant pis pour le bruit. Quoi qu'il fasse, de toute façon, il serait entendu. Il ne pouvait plus distinguer les raclements étrangers des leurs, et l'angoisse les saisit d'autant plus. Quoi qu'il y ait dans ce passage, il pouvait leur tomber dessus à n'importe quel instant. Un gros rocher se dressa après un virage, et ils durent l'escalader et ramper dans le petit espace entre la pierre et le plafond. Cléon pâlit violemment lorsque son bassin se coinça.
Rester bloqué dans une galerie étroite était déjà le cauchemar de n'importe qui, mais rester bloqué dans une galerie où rampaient des créatures capables de vous dévorer vivant aurait fait paniquer un spéléologue aguerri. Un spéléologue peut-être, mais pas l'officier de la sécurité du souvenir de Victoria. Il serra les dents, se démena pendant que Théa le tirait et que Razmok le poussait, laissa quelques lambeaux de peau sur la roche, mais il finit par passer. Ils débouchèrent dans une caverne toute en longueur, d'une hauteur de 3 bons mètres et large de 5. Ils poussèrent un soupir de soulagement collectif, qui fut interrompu par la vision du monstre immonde suspendu au plafond. Une larve à 8 pattes, épaisse et grasse, au chélicère acéré et dégoulinant d'un liquide poisseux et transparent. Peut-être l'engeance qui pondait les sacs de toile qu'ils avaient trouvés dans les ronces, peut-être autre chose. Les armes apparurent dans les mains de tout le monde, et Razmok poussa un petit cri d'enthousiasme. Un nouvel ennemi, c'était toujours une bonne nouvelle. La créature, qui ressemblait à l'hybridation entre une limace et une araignée, recouverte de plaques de chitine épaisses et brillantes, se laissa descendre le long d'un filin noirâtre, gluant, et se posa au sol sans un bruit. « Attendez » dit Théa d'une voix tendue. Akkad et Cléon se crispèrent sur leur détente, mais ils retinrent leur tir. Razmok soupira bruyamment. La jeune femme avança d'un pas, puis d'un autre, en direction de la créature qui la fixait de ses 2 gros yeux globuleux. Elle n'était plus très loin, sans doute à portée d'un bond ou d'un crachat de poison, et elle rengaina l'un de ses 2 pistolets. Elle tendit la main, paume en avant, et ne provoqua aucune réaction. « Elle semble pas agressive, » murmura-t-elle à voix basse, de peur de rompre le charme. « Et alors » demanda le Gretchen. « Un combat qu'on n'est pas certain de gagner, il vaut mieux l'éviter, » lui répondit Akkad, qui n'avait l'air qu'à moitié convaincu. « Il est possible qu'elle soit intéressante, » murmura Théa. Le Gretchen rangea son arme et observa le monstre de cauchemar avec un intérêt renouvelé. Après tout, il avait bien trouvé des hommes intéressants. Ça prouvait bien qu'un truc très moche pouvait l'être. Cléon ne dit rien, mais son visage parlait pour lui. Cette fois, il était plutôt d'accord avec le Xéno. Un ennemi mort ne risquait plus de vous attaquer dans le dos. La jeune femme contourna la créature, à pas prudents, jusqu'à ce qu'elle se trouve de l'autre côté de la grotte. Les yeux globuleux la suivirent, calmement, mais le monstre resta à sa place. Les autres finirent par lui emboîter le pas, et ils s'éloignèrent vers un autre passage qui s'ouvrait dans la paroi opposée, d'où parvenait un léger bruit d'eau. « Il faudrait pas que ce truc nous suive, » murmura Akkad. « Je ne pense pas qu'elle le fera, » répondit son ami. « Un animal attaque lorsqu'il a peur ou qu'il a faim en général, et elle avait l'air parfaitement calme. »« Ouais, comme un serpent, » maugréa Cléon. « Dans la vie, il faut savoir faire des paris. » Théa lui fit un clin d'œil et ils s'enfoncèrent plus loin encore dans le sol, jusqu'à déboucher dans une grotte suffisamment grande pour qu'on n'en voie pas le fond, malgré le feu qui brûlait en son centre. Un petit ruisseau courait le long de la roche dans un coin, et une végétation étrange poussait autour de cette oasis inattendue. Juste à côté du foyer, accroupi avec souplesse, un être grand et dégingandé, au teint blafard sur lequel les flammes projetaient des ombres inquiétantes, au visage long et aux grands yeux en amande, vêtu d'une robe ample et légère d'un vert vif qui semblait immaculé. Posé non loin de lui, un étrange appareil servait probablement à préparer ses repas ou à purifier l'eau. C'était sans doute son fonctionnement que Magnus avait détecté. Ce fut cette propreté totale qui les surprit le plus. Ils étaient couverts de terre, de poussière, de boue et de sueur, mais cet être venu d'un autre monde ne semblait pas touché par quelque chose d'aussi vulgaire que de la saleté. « Bienvenue, Monkey, dans mon humble retraite, » dit-il d'une voix cristalline et profonde à la fois. Théa, Cléon et Razmok braquèrent leurs armes sur le Xéno, et Akkad s'avança calmement. « Monkey » dit-il. « C'est ainsi que nous appelons les membres de votre espèce. Je crains que ce terme ne témoigne du mépris que nous vous portons. »
Et votre espèce accueille toujours les gens armés avec des insultes? Étonnant que vous ayez survécu. L'étranger sourit, un sourire bizarre, froid et chaleureux à la fois, et il se redressa de toute sa taille. Malgré sa maigreur apparente, il était athlétique et dégageait une impression de puissance indéniable. Il bougeait comme un danseur. Chacun de ses mouvements semblait calculé au millimètre et contrôlé avec la précision d'un maître artisan ou d'un artiste. Involontairement, les trois humains reculèrent d'un pas lorsqu'il se tourna vers eux. « Capitaine » demanda Cléon en braquant son pistolet bolter, droit entre les deux yeux si dérangeants. Akkad hésita un instant. Il ne comprenait pas ce qu'il se passait. Il ne comprenait ni la motivation des Xénos qui les attaquaient, ni celle de celui-ci, si tant est que ce soit bien deux groupes différents. Il ne voyait pas d'armure dans la grotte, mais cet individu avait pu la cacher. « Attendez » finit-il par répondre. L'étranger les laissait se décider, patiemment, sans scier, sa robe soyeuse ondulant doucement autour de lui. Akkad soupira et commença à poser des questions. « Comment doit-on vous appeler ?»« L'Erendil. »« Pourquoi vous ne nous craignez pas, l'Erendil ? Qu'est-ce qui justifie ce calme alors que plusieurs armes sont braquées sur vous ?»« Ce n'est pas vous que je ne crains pas, jeune Monkey, c'est la mort. Et que pourriez-vous m'infliger de pire que la mort ?» Un silence lourd ponctua l'affirmation. « Comment s'appelle votre peuple ?» demanda Théa pendant qu'Akkad réfléchissait. « Les Eldari, et plus précisément le vaisseau-monde Bieltan. » La sérénité de l'Erendil dans des circonstances pareilles était déstabilisante. Aucun des humains ne se sentait à l'aise, alors qu'en face d'eux, il n'y avait qu'une personne en robe large, qui ne semblait même pas armée, qui souriait et qui répondait comme s'il était en train de partager un thé dans des quartiers confortables et bien chauffés du souvenir de Victoria. « Bon, » finit par trancher Akkad, « cessez de jouer. Et dites-nous pourquoi vous nous répondez, dites-nous ce que vous faites ici, et dites-nous pourquoi vos amis massacrent de pauvres civils qui ne constituent aucune menace. » L'Eldari s'approcha de sa démarche fluide pour venir se poster juste en face du jeune capitaine. Il le dominait d'une bonne tête, mais il ne devait pas peser beaucoup plus lourd. Théa et Cléon se tendirent, leurs mains se crispèrent sur les crosses de leurs armes, pendant que Razmok le dévisageait avec insistance, curieux de voir évoluer un Xéno inconnu. Les deux grands yeux en amande s'assombrirent et le sourire disparut. « C'est beaucoup demandé, » souffla-t-il. « Vos amis tuent les nôtres !» s'exclama Théa. « Certes. Bien que l'on puisse discuter de la signification et de la profondeur du mot « ami ». Nous avons plusieurs termes dans notre langue pour désigner les liens d'amour, d'admiration, de respect, de haine ou de déception qui unissent des individus, et celui qui convient n'existe pas dans la vôtre. Disons que certains ont été mes amis et restent chers à mon cœur, malgré la distance imposée par les vicissitudes de la vie. Je vais vous répondre, Monkey. Venez vous asseoir avec moi. Et je comprendrai que vos amis restent debout, arme à la main, bien entendu. Akkad suivit l'Eldari qui retourna près du feu, et il s'assit sur une grosse pierre juste en face de lui. Les flammes jetaient des ombres mouvantes sur le visage aux traits si dérangeants. L'Erendil semblait sans âge lorsqu'il posa sur lui ses yeux ambrés. Je vous réponds et je vous accueille, car vous éveillez en moi quelque chose qui n'a pas été éveillé depuis longtemps. La curiosité, l'intérêt. Des Monkey, qui ne sont pas réputés pour être plus ouverts et cléments que ceux de mon peuple, qui épargnent mon amie et gardienne, c'est étonnant, et je vous remercie pour cela. « Votre gardienne » demanda Cléon soudainement sur la défensive. L'animal que vous avez croisé en arrivant. Elle m'a accueilli et me protège des habitants de Smarel les plus agressifs. « Ah, ça, oui. » fit le responsable de la sécurité, n'ajoutant pas que lui n'aurait pas épargné l'immonde bestiole. Et cette curiosité s'est vue décuplée lorsque j'ai constaté que vous voyagiez avec un Gretchin,
et un Gretchen qui dégage quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas une vision banale dans une galaxie qui manque singulièrement de poésie. Le sourire qui déforma le visage de Razmog fut si large qu'il fit bouger son masque. « Vous avez l'air intéressant, vous aussi !» s'exclama-t-il. « Merci, jeune créature, » dit-il en inclinant la tête. « Vos 2 autres questions maintenant. Je suis ici parce que je me cache, et mes amis vous tuent parce qu'ils me cherchent. » Akkad serra les dents, une vague de colère le frappant de plein fouet. Encore une fois, de nombreux innocents étaient morts simplement parce qu'ils s'étaient trouvés au milieu d'une bataille qui ne les concernait pas. « Et pourquoi est-ce qu'ils vous cherchent ?» grogna-t-il. Le regard fauve de l'Erendil se perdit longuement dans les flammes, et une larme coula de son œil gauche. Les humains attendirent, sans un mot, sans un mouvement, pendant que le Xéno se perdait dans ses souvenirs. Lorsqu'il reprit, sa voix avait la texture d'une tombe, contenait la froidure de l'espace et brûlait de toute la douleur d'une galaxie perpétuellement en guerre. « Ils ont brûlé mes poèmes. Je mettais un point d'honneur à ce qu'il n'en existe qu'un seul exemplaire, et ils ont brûlé tous mes poèmes, à l'exception du dernier, celui qui était encore dans ma poche, et dont je n'étais pas satisfait. Un siècle de vers délicatement tracés sur un velin doux et lisse, un siècle d'émotions déposées sur le papier, un siècle de réflexions sculptées avec des mots, un siècle de vie retranscrite avec un soin infini et une passion absolue. Les larmes coulaient maintenant de ses 2 yeux, sans que sa voix n'en soit altérée. Ils étaient 3. 3 pour pénétrer mes quartiers à la faveur de la nuit, 3 pour me voler mon existence. Ils sont entrés, ils ont incendié, et ils se réjouissaient et se félicitaient lorsque je suis arrivé, horrifié par la perte, mortifié par son origine. Eux-mêmes étaient des poètes. Ils ne pouvaient ignorer l'ignominie de leurs actes, mais cela ne les a pas arrêtés. La simple jalousie les motivait, une émotion si viscérale, si vile, si vaine et si vieille. Il secoua la tête doucement pendant un instant, et le silence, à peine troublé par le bruit du ruisseau, fut plus tangible qu'une rafale de boltes lourds. Souillé à sécher de son sens, mon monde est devenu gris, et un voile de violence a enflammé mes émotions. Les flammes ont dévoré mon âme, en même temps que ma demeure et mon œuvre. Ils sont entrés à 3, et aucun n'est ressorti. Leurs restes ont été calcinés avec mes poèmes, et ils ont alimenté le feu qui brûle maintenant dans mon cœur et dans mes veines, dans mon âme et dans mon esprit, dans ma plume et dans ma langue. La soif de sang flamboya dans les yeux de l'Eldari. Akkad, qui le fixait sans rien dire, faillit reculer en la voyant. À l'intérieur de l'Erendil, il y avait une fournaise de violence et de mort, une rage qui rappelait celle de Gretchen, comme un monstre tapi sous la surface d'un lac calme et bucolique, qui n'attendait que d'en briser la surface pour se déchaîner sur le monde. Il frissonna. Ce feu ne s'est pas apaisé à leur disparition. C'est un feu éternel qui continuera de brûler dans ma pierre esprit des millénaires après ma mort. Alors les miens m'ont donné un choix qu'ils pensaient honnête et honorable. Accepter à nouveau la marque de Kayla Menshakain et rejoindre la voie du guerrier, ou affronter la honte, le rejet et l'immense solitude de l'exil. Hélas, pour moi cela n'a jamais été un choix. Le Seigneur à la main sanglante et la fureur de mon peuple m'avaient déjà trop pris. J'ai donc dû quitter Bieltan
mon vaisseau monde, et je me suis réfugié ici, avec l'espoir maintenant déçu que l'on ne me retrouverait pas. L'Erendil riva sur Akkad son regard inhumain, à la fois triste et brûlant, d'une profondeur abyssale. « Alors, Monkey, satisfait par ma réponse ?» Pendant un long moment, après son monologue, l'Erendil était resté immobile, les yeux rivés sur les flammes qui se reflétaient dans ses yeux ambrés. Il ne pleurait plus, mais il semblait porter un poids infini sur les épaules. Le poids de la honte, peut-être, celui de la colère, celui de l'exil, d'être à jamais séparé de son peuple et de ses semblables, le regret de ses actes, le deuil de sa vie, la perte de son œuvre. Peut-être un petit peu de tout cela, se disait Akkad en réfléchissant à ce qu'il venait d'entendre. Si les vôtres vous ont accordé l'exil, pourquoi vous pourchassent-ils ? Demanda Théa sèchement. Parce que j'ai fait un détour avant de partir. Les flammes de la colère dévoraient encore mon âme au-delà de tout contrôle lorsque j'ai pris la route vers la petite navette qu'ils m'avaient accordée. J'ai réussi à fausser compagnie aux gardiens qui m'accompagnaient, et j'ai filé chez les assassins de mon âme, l'esprit occulté par l'ombre de Cain. J'ai fouillé leurs affaires, et j'ai trouvé des lettres, des échanges et des noms de gens qui savaient ce qu'ils allaient faire, et qui ne les avaient pas arrêtés, qui les avaient même encouragés dans l'un des cas. Ils étaient morts à leur tour, et leur demeure brûlait, lorsque j'ai enfin quitté Bieltan. Prudente ou paranoïaque, elle cherchait le mensonge dans les paroles de l'Eldari, mais elle ne le trouvait pas. Que son histoire soit vraie ou fausse, Théa n'y voyait pas de faille flagrante. Elle rengaina ses armes. Cléon soupira très légèrement avant de faire pareil. Il commençait à s'habituer aux excentricités de ses capitaines. Il se demanda un instant ce qu'en penserait l'Inquisition, ou n'importe quelle autre entité de l'Imperium d'ailleurs, avant de se rassurer. Ni l'Inquisition, ni aucune entité de l'Imperium n'était là avec eux, et toute leur désapprobation n'enlèverait en rien l'intérêt de son existence depuis qu'Akkad et Théa avaient pris le contrôle du souvenir de Victoria. « Bah moi, je pense que vous avez eu raison, et que vous devriez pas être triste !» déclara Razmok. « J'ai pas bien compris ce que c'était qu'un poème, mais vous aviez l'air d'y tenir. Alors ce qu'ils ont fait, c'était largement assez pour déclencher une bagarre. Quand on attaque quelqu'un, ou ce à quoi il tient, c'est normal de s'en prendre plein le museau. Moi, j'ai bien tué 2 alpagueurs, des orques de la WAG, parce qu'ils voulaient donner mon copain Nestor à bouffer à leur squiglier. Et Nestor, c'était un homme. » « C'est un peu plus compliqué que ça, » répondit l'Erendil avec un sourire triste. « Mais je suis heureux de t'avoir rencontré, Razmok, le Gretchin capable de tuer 2 orques pour défendre un homme. »« Comment ça, c'est plus compliqué ?» demanda Akkad les sourcils froncés. Quelque chose dans le ton de l'Eldari lui faisait penser que ces mots cachaient quelque chose d'important. La violence engendre la violence, la perte engendre la perte, la vengeance est un cercle qui s'auto-alimente, c'est une vérité universelle, et céder à ces sirènes n'aide pas à faire son deuil. Il y a autre chose, insista le jeune capitaine. L'Erendil hésita un instant, les jugeant du regard comme s'il se demandait s'ils étaient dignes de cette réponse. « Nous sommes très sensibles aux émotions, quelles qu'elles soient, » finit-il par répondre. « Très, trop, tellement qu'elles ont des échos jusque dans le royaume de l'assoiffé. Je crois que vous l'appelez Slaanesh, l'un des 4 dieux du chaos, notre enfant, notre création, notre reflet. » Théa se recroquevilla sur elle-même et son regard se fit noir. Elle savait de première main de quoi parlait l'Erendil. Elle savait ce que c'était que de résister aux puissances de la ruine, et elle savait que c'était impossible. « Oui, je l'ai senti, » dit l'Eldari en la regardant. « Il reste des traces, des cicatrices sur votre âme,
et croyez bien que j'en suis désolé. Au moins, je sais que vous me comprenez. Toute ma culture tourne autour de la résistance à l'assoiffé, au contrôle de ce qui risquerait d'attirer son attention, à la protection de nos essences contre sa voracité. Machinalement, il sortit un pendentif caché sous sa robe, une gemme, comme celle qu'ils avaient vue sur l'armure de son semblable, et il la fit rouler entre ses doigts graciles. Nous devons même les enfermer à notre mort pour qu'elles ne soient pas dévorées. Pourquoi ? S'étonna Akkad. Pourquoi ce lien si fort avec cet assoiffé ? C'est un secret de mon peuple, un très ancien secret, un secret lié à notre chute. Je vous ai déjà révélé bien plus que je ne l'aurais dû, et je ne sais pas si... Une explosion retentit à l'extérieur, et la vibration parvint jusqu'à eux, leur rappelant brusquement qu'il y avait un monde en dehors de cette grotte, un monde qui continuait de tourner, même si le temps semblait s'être arrêté pour eux. Cléon bondit sur ses pieds, rapidement accompagné par Razmok et Théa. « Ah, voilà donc la raison de votre présence » murmura l'Erendil en baissant la tête. « Comment ça » dit Akkad tendu. « On n'a pas le temps » s'exclama Théa. « Allez, on bouge, ils se font attaquer dehors !» En effet, en plus de l'explosion, ils percevaient des coups de feu lointains, étouffés par la roche, et ils ne doutaient pas que les tirs de laser devaient aussi retentir, ainsi que celui étrange des armes Eldari, même si ces derniers étaient trop silencieux pour parvenir jusqu'à eux. Cléon s'était déjà engagé dans les 3 passages, sans attendre les ordres, et Razmok l'avait suivi. « Le devoir m'appelle » déplora Akkad, et il se précipita à la suite de ses amis. Ils se dépêchèrent autant qu'ils le pouvaient, s'écorchant parfois les bras, le dos ou les genoux sur les parois rocheuses. Ils traversèrent la salle où dormait le terrifiant animal que l'Erendil appelait son gardien, et agrandirent au laser le passage où Cléon était resté coincé, et continuèrent jusqu'à la sortie. La moitié des ronces étaient en feu, au moins une vingtaine de cadavres découpés en morceaux gisaient déjà sur le sol, et les soldats encore vivants, genoux à terre, tiraient à travers la végétation sur le moindre reflet lumineux qu'ils pouvaient apercevoir. Pour l'instant, ils ne semblaient pas avoir touché qui que ce soit. Aucun endroit où se cacher, l'incendie qui provoquait des vagues de chaleur intense, les Eldari insaisissables qui apparaissaient, tiraient et repartaient en un clin d'œil. Ce n'était pas une bataille, c'était un massacre. Cléon se précipita et se posta à côté de Traquard, qui fouillait la végétation des yeux, du sang sur le visage, les traits déformés par la colère et l'impuissance. Le pistolet bolter joignit sa voix au reste des armes. Magnus faisait des bruits électroniques, alors que toutes ses augures cherchaient en vain leurs ennemis dans les broussailles. Akkad et Théa se jetèrent un coup d'œil fataliste. Cette fois, il était bien possible que ce soit la fin, le dernier combat, les adversaires de trop. 3 tirs de pistolet plasma déchirèrent l'air humide de la famine de l'Imperium, et un guerrier Eldari poussa un hurlement strident. Un bras et une jambe calcinés, il était tombé au sol et se roulait dans la boue dans l'espoir vain d'apaiser la brûlure. « Hé, regardez !» clama Razmok émerveillé. « J'ai pigé, c'est trop fort! Il se déplace dans l'énergie verte !» Du bout de son arme, il traça une courbe lente, suivant probablement quelque chose qu'il était le seul à voir. Au bout d'une poignée de secondes, il appuya sur la détente exactement au moment où un Eldari se matérialisait, accroupi, presque invisible au milieu des ronces et des buissons. Le guerrier Xeno fut frappé au torse avant de redisparaître aussitôt. Il n'était que légèrement blessé, mais le message était passé. Leurs ennemis se montraient beaucoup moins agressifs. Ils tiraient de plus loin, moins précisément, et se faisaient canarder par le Gretchin à chaque fois qu'ils essayaient de se téléporter. « Alors, on fait moins les malins quand on peut pas se planquer !» cria Razmok, ravi de pouvoir enfin transformer une partie de cache-cache en une véritable bagarre. « Allez, hop, on se déplace, que je puisse vous voir !»« À couvert !» cria Théa en lui sautant dessus. Elle venait d'apercevoir un reflet vert et blanc sur leur droite, et elle bondit pour plaquer le Gretchin au sol. Juste derrière eux, la terre et les ronces furent lacérées par une pelote de fil invisible.
Arrête de gueuler que tu peux les voir !» cria-t-elle dans ses oreilles pointues. « Ça fait de toi une cible !»« J'ai pas peur !»« M'en fous, moi j'ai peur pour toi !» À travers son masque métallique vaguement sculpté en visage humain, il la regarda avec une étincelle brillante dans le regard. C'était le genre de déclaration auquel un peau verte n'était pas habitué. Il savait depuis Nestor que c'était possible, mais il avait encore du mal à réaliser qu'on pouvait le considérer, lui, comme l'une des choses intéressantes de l'univers, l'une des choses que l'on ne voulait pas perdre. Deux autres soldats tombèrent, presque simultanément, frappés l'un comme l'autre par ces filaments monomoléculaires qui tranchaient la chair et le métal avec la même facilité. Akkad les vit tomber en morceaux, horrifié. Il avait perdu plus de la moitié de leurs soldats, qui gisaient dans une boue rougeâtre. « J'en veux un bouger !» s'exclama Razmok en gigotant pour s'extraire de l'étreinte de Théa. Il remua comme un petit ver, et en restant allongé, il braqua son pistolet plasma dans le vide, attendit un court instant, et tira 3 décharges cette fois-ci. L'Eldari qui se matérialisa prit les projectiles de plein fouet. Les 2 premiers roussirent le plastron de son armure, brûlant sans doute en partie son occupant, qui ne s'en préoccupa plus dès que le dernier projectile lui eut arraché la tête. « Ah et de 2 !» Traquard se redressa en gueulant. « Faut qu'on bouge, on peut pas rester ici !» Et à l'instant où il tendait le bras pour montrer le chemin taillé dans les ronces, son bras tomba. Il recula d'un pas, choqué, mais trop aguerri pour ne pas comprendre ce qui venait de lui arriver. L'un de ses soldats se précipita en enlevant sa ceinture, mais il fut découpé en 2 avant même d'avoir fait les 3 pas qui le séparaient de son commandant. Il s'écroula sans un bruit. Une femme d'une 30aine d'années prit la relève. Elle ramassa la ceinture et entreprit de faire un garrot. Encore un. Akkad n'avait pas encore tiré un seul coup de feu. Il cherchait une solution. Il cherchait une cible, mais il n'en trouvait pas. Il pouvait toujours retourner dans la grotte, mais le temps de faire rentrer tout le monde, il perdrait presque la totalité des troupes, et il suffirait aux Xénos d'allumer un feu devant l'entrée pour les asphyxier à l'intérieur. « Les enfants doivent fuir !» fit l'émetteur Vox de Magnus au-dessus des cris et des bruits de la bataille. « Nous retiendrons la ruche !» Brusquement, avant que quiconque ait pu lui répondre, une ombre noire jaillit de la grotte derrière eux. Le gardien, l'immonde larve araignée, bondit à une vitesse impressionnante. Elle était bien plus grosse qu'il ne l'avait pensé en la voyant dans l'obscurité, recroquevillée sur elle-même. Ses pattes déployées lui faisaient une envergure d'au moins 2 mètres, et son corps étendu faisait bien la même longueur. Derrière elle, l'Erendil sortit, calmement, toujours dans sa robe verte immaculée, et caressa les 2 gemmes serties dans la roche, juste au-dessus de l'entrée de la grotte. « Merci de m'avoir caché si longtemps, » murmura-t-il, comme à leur intention. Il se faufilait entre les branches épineuses et souples, presque sans les toucher, avec une grâce étonnante pour quelque chose d'aussi laid et terrifiant. Il fonça droit sur un Eldari qui eut l'air surpris de constater qu'il n'était pas aussi invisible qu'il le croyait. Les 8 pattes se refermèrent sur lui, perçant de petits trous dans son armure, et ils commencèrent à se battre au corps à corps. Le gros canon qu'il portait n'était pas pratique à si courte portée, mais ses amis viendraient sans doute lui venir en aide. Akkad n'allait pas rester pour vérifier. « Tout le monde en route! Prenez les blessés! Suivez-moi !»« Je vais rester pour... » commença le technoprêtre. « Non, Magnus! Ta mission n'est pas terminée, tu viens avec nous !» Les survivants de la troupe qui avait pénétré le marais le matin même se précipitèrent au travers des ronces, sans faire attention au sac d'œufs pondu par le gardien, et ils s'enfoncèrent dans le marais pour fuir les guerriers Eldari. L'Erendil, d'une démarche presque aérienne, les suivit en silence.